Bienvenue pour cette série d'émissions consacrée sur la mort de Claude François, toute une série très complète, très détaillée, avec beaucoup de témoignages, évidemment des documents réels, des photos réelles, et on doit se plonger dans le cœur de cet soi-disant accident. Un accident qui aujourd'hui, c'est vrai, passe comme un timbre à la poste. D'ailleurs, on a vu que le gouvernement, je ne parle pas de celui de Macron, mais avait plus ou moins enseigné aux élèves que Claude François était mort électrocuté. Donc ça a été la version gouvernementale, enseignée dans les écoles. La caméra peut parfois sautiller, ne vous inquiétez pas. Une version, je dirais, au ministère de l'Éducation nationale, une version profondément ridicule. On voit que vous n'avez jamais enquêté sur la mort de Claude François et qu'on n'imagine pas qu'un homme comme lui est mort en 5 secondes des doigts carbonisés. Et oui, ça n'existe pas. Dans une salle de bain, on n'est pas sur un voltage qui le permettrait surtout. Et même avec un très fort ampère, ça serait en fait impossible. Même un enfant ne mourrait pas en 5 secondes. Et non, et non. La résistance humaine va tout de même très au-delà. Pour se donner une idée, une électrocution de 1 minute 30, avec exactement le voltage de la salle de bain de Claude, va créer sur votre doigt un film légèrement doré, mais très légèrement. On est donc très loin d'une carbonisation possible en 5 secondes, quand en 1 minute 30, c'est déjà impossible. Donc si Claude était réellement mort électrocuté avec des doigts carbonisés, son électrocution aurait été extrêmement longue. On parle de 4-5 minutes, peut-être plus. Non, c'est une histoire qui a été fabriquée par quelqu'un, et la personne qui a fabriqué cette histoire connaissait pas en fait la vie de Claude François. Et quand Sylvie Mathurin arrive dans l'appartement, alors on va voir une photo de Sylvie, je vais lui parler un petit peu. Sylvie Mathurin est sur votre droite, Claude donc utilise un shampoing à sec. Et oui, c'est pour ça que j'ai montré cette photo, Claude ne se lave jamais la tête. Et Sylvie est témoin de cela. Pour rien au monde, il se laverait la tête. Et ce jour-là, sa tête a été retrouvée trempée et ses cheveux ont été shampouinés. Puisqu'il y avait une odeur de shampoing. Shampoing liquide. Claude utilise donc des shampoings à sec qui ont une odeur très particulière et qui sont des shampoings d'ailleurs assez dangereux, puisque Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie, avait une crise d'asthme alors qu'elle se trouvait dans le lit avec Claude François. Il s'endormait, il s'était endormi près d'elle, et soudain elle se réveille la nuit avec une crise. Claude avait mis son shampoing à sec qui pouvait déclencher des crises d'asthme pour les personnes qui ne les supportaient pas. Qui est Sylvie Mathurin? Vous êtes tout d'abord dans l'erratum du gang de la banlieue du Sud, c'est-à-dire l'émission vraiment finale. Et puis il y aura évidemment la suite de ces émissions. C'est très loin d'être terminé sur la mort de Claude François. On est, on va dire, peut-être à la moitié, peut-être même pas. Sylvie Mathurin, la voici. Qui est-elle? On va dire un peu le grand amour de Claude François, c'est-à-dire qu'en tous les cas, elle a toujours vu vraiment comme le grand amour de sa vie. Je pense que même encore aujourd'hui, elle doit encore l'aimer profondément. Sylvie fera énormément de choses pour Claude, dépassant parfois même la loi et les limites qu'une personne pourrait faire dans de telles circonstances. Elle a fait des choses pour lui, qui étaient parfois un peu hard, même qui dépassaient la légalité, mais elle l'a fait parce qu'elle l'aimait. Il n'a jamais été dit dans la salle de bain de Claude François, le 11 mars 1978, avant l'arrivée de la police, avant l'arrivée de Marie-Thérèse, bonjour Marie-Thérèse, il n'a jamais été dit vraiment la vérité. Il n'y a vraiment qu'une personne qui en a parlé, c'est Monsieur Lafont, donc je reviendrai sur ce journaliste qui a dit la vérité sur Claude François, et on doit le dire, le 11 mars 1978, ce qui vous a été caché, c'est qu'il y avait dans l'appartement de Claude François 3000 boîtes de médicaments
c'était quand même à dire, et nous avons un témoignage sérieux d'un journaliste. Il y avait 3000 boîtes de médicaments. Claude collectionnait les médicaments, c'est à croire, des boîtes où certains étaient très dangereux. Ces boîtes, donc il les avait depuis des semaines, parfois des mois, même des années. Michel Drucker avait découvert des tas de boîtes, et dans la salle de bain, il y avait une pharmacie avec énormément de médicaments. On vous parle de 3000 boîtes de médicaments. 3000 boîtes de médicaments, tous ces médicaments n'étaient plus autorisés, la plupart, et les médecins ne voulaient plus donner à Claude-François de médicaments. Lui avait plein d'excuses. Ces médicaments étaient pour sa sœur, sa mère, pour lui-même, pour le show business. Dans la réalité, c'est pas si vrai, puisque le show business n'a jamais confirmé que Claude offrait des médicaments à des personnes. Dans les médicaments, il y avait de tout, du Prozac, des bêta-bloquants, des médicaments pour le cœur, des médicaments pour le foie, des médicaments pour le ventre, des antidouleurs, etc. Claude avait quand même malgré tout quelques problèmes physiques, un ulcère à l'estomac qui pouvait se dégénérer en cancer. Alors il va faire appel à une fille, je vous montre une photo. C'est Sylvie Mathurin, vous voyez, elle est très jolie. Là, sur cette photo, elle embrassait sur la bouche. Il fait appel à cette fille parce qu'il rencontre un problème depuis des mois. Les médecins refusent de continuer de donner des médicaments à Claude François, tout simplement parce qu'il y en a trop, et que les médecins, vous savez que quand ils distribuent des médicaments, il y a une copie qui est faite auprès des pharmacies. Ainsi, certains types de médicaments, Claude ne pouvait pas les obtenir par des pharmacies, soit parce que ces produits étaient sur des produits de stupéfiants et qu'il devait se justifier d'une pièce d'identité. Alors tout d'abord, on va voir sa pièce d'identité, la vraie pièce d'identité de Claude François, puis on continue après de parler ensemble. François, Claude, son véritable nom est François. 1er février 1939, Ismaïla, Égypte. Cette date, attention, c'est une date approximative qui a été faite à partir des documents français. Claude François est de nationalité française et n'a pas de double nationalité, c'est très important de le dire. Donc il fait 1m74, il vit au 46 boulevard Exelmans et cette pièce d'identité a été délivrée le 25 février 1975 et vous voyez évidemment la véritable signature de Claude François qui est assez complexe. Regardez, il écrivait, mélangeait tout. D'ailleurs elle est belle, c'est sa signature. Et ça, cette pièce d'identité, il y a vraiment très peu de gens qui l'ont vue. Claude François n'avait pas la double nationalité, il prétendait bien sûr être né en Égypte. C'était pas si évident quand en 1977, les services égyptiens, puisqu'il parlait arabe, lui expliquent que pour eux, on ne peut pas considérer lui offrir une double nationalité officielle. Parce que Claude voulait retourner en Égypte, s'installer en Égypte avec sa mère et sa sœur. Il voulait donc quitter son moulin danois parce qu'il avait un problème avec le gang de la banlieue du sud qui lui avait tiré dessus. Un gang avec Michel Lapage. Lui expliquera qu'il n'avait pas tiré sur Claude François, mais que c'était Pierre Dieudonné qui avait fait le coup, avec son frère Émile. Émile Dieudonné, Pierre, des noms de gangsters. Et donc quand Claude téléphone en 1977 et désire avoir la double nationalité officielle égyptien et français, il ne peut pas l'avoir parce que tout son état civil français a été fait sur des documents de consulat français. Et oui, c'est des documents qui sont des rapports français uniquement. On n'a aucune double nationalité qui prouverait qu'il a été un jour même égyptien. Et la double nationalité, les Égyptiens ont un peu de mal à lui accorder, expliquant à Claude, puisque nous voyons surtout ses papiers d'identité comme passeport qui ne possèdent pas de double nationalité. D'ailleurs, il n'a même pas eu la nationalité monégasque. On ne considère pas qu'il est vraiment de monégasque. C'est un Français qui a vécu à Monaco, mais qui n'a jamais non plus été reconnu par Monaco comme étant une personne qui pourrait justifier d'une double nationalité. Et non, il est un résident. Donc en Égypte, quand il téléphone en 1977, c'est un petit peu le heurt, il parle en arabe, on lui explique qu'on ne pourra pas lui donner la double nationalité parce que quand le colonel Nasser a donc brûlé les archives lui-même, tous les gens qui étaient nés
un peu dans le désordre à divers moments, que ce soit 2 ans, 3 ans après, ou enfin bref, sur pratiquement une période de 10 à 12 ans, ont pratiquement tous été déclarés au 1er janvier ou au 1er février. Le problème est la date du 1er février. Les Égyptiens à cette époque-là ne pensent pas que Claude François est né le 1er février, et même eux contestent sa date de naissance. Cette contestation lui faisait mal au cœur, parce qu'il expliquait auprès des services égyptiens qu'il était réellement né en Égypte et qu'il était âgé de tel âge. Mais là-bas, il ne voulait pas lui donner la double nationalité, il ne l'a pas sur ses papiers, regardez bien. Je vous remonte sa vraie pièce d'identité que j'ai scannée pour vous. Vous voyez, dans ce scan fait pour vous, nous voyons que Claude n'a pas de double nationalité, il est français. Il a d'ailleurs, c'est précisé, la nationalité française. Il n'est donc pas considéré comme un réel Égyptien. Il en souffrait parce qu'il avait vécu en Égypte et attendait, de la part des Égyptiens, une double nationalité qu'il n'obtiendra d'ailleurs jamais. Mais il en avait besoin pour s'installer en Égypte et emmener sa famille là-bas. Le problème, on va parler du gang, de la banlieue du Sud, on a tout le temps. Le problème dans la mort de Claude François, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais poser mon micro et je vais vous expliquer quelque chose. Je prépare quelque chose pour vous montrer quelque chose. Restez avec moi, je vais poser mon micro, puis je vous expliquerai ensuite. Le problème dans la mort de Claude François, le 11 mars 1978, le problème c'est le mouchoir. Alors que Claude François est annoncé mort d'une électrocution, il aurait tout à fait pu être abattu par un gang, coupé en morceaux, mis dans un carton et renvoyé à la poste, tout simplement. Ces gens-là étaient tellement des gens dangereux que tout était possible. Si la police avait reçu un corps coupé en morceaux, il est évident qu'ils auraient mis sur un lit une personne qui n'est pas Claude François et lui auraient mis un mouchoir pour dissimuler ses traits. Traits du menton, traits du nez et aussi traits du visage. Pas évident de dire que Claude François est Claude François quand on le présente comme ça. Et en fait, nous avons des témoins, comme Michel Pleiber, qui est donc un membre du Quai d'Orsay, entre autres. Et Michel Pleiber explique que quand il est arrivé, il a vu la salle de bain de Claude. Et ces descriptions sont très intéressantes parce qu'il aurait dû voir quelque chose dans la salle de bain et il n'en parle pas. Et forcément, la police aurait dû voir ces centaines de boîtes de médicaments dans sa pharmacie. En tout, Claude François avait dans son appartement parisien 3000 boîtes de médicaments, 3000 boîtes. Au moment où il est mort, je vous parle du 11 mars 1978, il avait, entre sa chambre et sa salle de bain, 3000 boîtes de médicaments. Imaginez un petit peu le truc. Vous allez me dire, t'as les preuves. Bien sûr, c'est Monsieur Lafont. Monsieur Lafont, qui est ici, et qui, dans les dernières pages du livre, explique que dans la salle de bain de Claude François, il parle dans sa salle de bain d'une pharmacie de 3000 boîtes. Il ne place pas, et c'est très important de le dire, je bougeais un peu le livre comme ça, il ne place pas ses médicaments dans la chambre. Il explique que ces médicaments étaient dans une salle de bain, dans une pharmacie. Il avait mis des médicaments. Il y en avait partout, il dit. Il dira d'ailleurs qu'il avait été choqué. Claude François avait donc dans son appartement, entre sa chambre et sa salle de bain, 3000 boîtes de médicaments. Dans ces 3000 boîtes de médicaments, il y a une personne qui a presque tout fourni, c'est cette jeune fille, d'ailleurs qui est mignonne, c'est Sylvie Mathurin, qui a été son fournisseur en médicaments. Quand la police arrive, je parle de Michel Pleiber, on est étonné dans son témoignage qu'il ne parle pas de la pharmacie dans la salle de bain. Le pompier, c'est pareil, il nous raconte une histoire qu'il a vu Claude François dans une salle de bain. Tous les flics nous expliquent qu'ils sont entrés dans la salle de bain. Si seulement l'histoire était vraie de leur part.
Alors je leur dirais, dans une garde à vue, parce que beaucoup pourraient être mis en garde à vue, êtes-vous sûr que vous êtes entré dans la salle de bain de Claude François? Parce que moi, je suis déjà entré dans sa salle de bain et je confirme, je suis témoin oculaire, puisque j'ai déjà visité la salle de bain de Claude François de son vivant, je confirme que M. Lafont dit la vérité. J'ai vu moi aussi dans sa salle de bain, je ne veux pas dire 3000 boîtes, mais un bon millier de boîtes. Je les ai vues dans sa pharmacie. Je suis complètement témoin oculaire que l'histoire est vraie. Moi, j'ai vu 1 millier de boîtes, j'en ai pas vu 3000. Mais je peux vous dire que c'était très impressionnant ce que j'ai vu. Claude François était devenu accro de médicaments. Sa vraie mort n'est pas du tout une électrocution. Il a pris quelque chose, il a avalé quelque chose, et il s'est effondré devant une fille de 15 ans qui a cherché de l'aide et qui a appelé la sœur de Claude François. Et puis finalement, on découvre que Marie-Thérèse se retrouve sur place avec Kathleen. Compliquée l'histoire de Kathleen. Elle n'a pas toujours été Kathleen, elle n'a pas toujours été blonde. Il fut une époque où elle était brune et elle ne s'appelait pas Kathleen. C'était à dire aussi. Sylvie Mathurin, qu'on va revoir ici, qui a fourni à Claude François des milliers de boîtes de médicaments et qui n'a jamais été entendu par la police sur toutes ces milliers de boîtes dont on peut, grâce à M. Lafont et moi, prouver que Claude François avait ces médicaments dans sa salle de bain. C'est pas rien, on a suffisamment de témoins devant la police pour le prouver, mais je vais parler à Sylvie et lui expliquer quelque chose et puis on revient sur le gang. Le but, Sylvie, n'est pas de te discréditer, de te faire du mal. Nous savons que Claude ne pouvait plus obtenir ses médicaments parce que ses médecins refusaient catégoriquement. Vous imaginez, 3000, c'était déjà beaucoup. Donc on ne peut pas, quand on est médecin généraliste, continuer de faire des prescriptions médicales qui dépasseraient les 5000 ou 6000 médicaments. On parle de 3000 médicaments différents, sans compter les doubles, les triples ou les quadruples boîtes pour chaque médicament. Claude avait des médicaments dans son appartement au Moulin. Donc quand Michel Plepper nous explique qu'il est arrivé dans la salle de bain de Claude François, a vu une applique qui pendait, je dirais à Michel Plepper, faites attention. Faites attention parce qu'on a des témoins que dans cette salle de bain, ce jour-là, il y avait plus d'1 millier de médicaments. Attention à votre témoignage, je dis au quai des Orfèvres. Attention que le quai des Orfèvres ne se retrouve pas un jour en garde à vue pour faux témoignage sur la mort de Claude François. Parce que quand Anémone, la femme du président, et on va parler après du gang, téléphone sur place et demande à avoir accès à des informations sur la mort de Claude François, personne ne veut communiquer à la femme du président ce qui s'est passé. Personne. Donc il va y avoir un appel sur le téléphone rouge de Valéry Giscard d'Estaing, on pense que c'est Anémone, forcément qu'il a appelé, imitant un peu la voix d'un enfant, expliquant que Claude François était mort. Anémone va insister auprès de Valéry Giscard d'Estaing, Anémone c'est la femme du président, et expliquer qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'informations sur la mort de Claude et qu'elle s'inquiète. Que l'Élysée, pour que les gens comprennent, c'est l'endroit quand même le plus important de France, où vit le président de la République. En ce moment, c'est Emmanuel Macron. Je l'ai souvent dit, je trouve qu'Emmanuel est une bonne personne, qui est un artiste de théâtre, et je le plains d'être dans ce conflit de guerre actuel. Je veux dire qu'un homme comme lui avait d'autres choses à faire pour la France, c'est ça que je veux dire. Mais revenons à Anémone. Anémone explique à Valéry Giscard d'Estaing, je ne comprends pas, je suis la femme du président, il y a un petit groupe de policiers qui est sur place, ils m'ont dit qu'ils ne m'informeraient pas, ni moi ni personne à l'Élysée. Donc Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas s'occuper de prendre l'enquête de la mort de Claude François, c'est normal, il était pris dans le mouvement politique, où il devait faire ses discours, et aussi on attendait les résultats des élections, etc. Donc il y avait plusieurs jours là-dessus. Donc il ne voulait pas, c'était pas le moment. La plupart des ambulances avaient été mobilisées un peu partout pour les systèmes politiques. Lui, au départ, expliquait à Anémone que c'est pas son rôle de s'occuper d'une enquête. Il est le président de la République. Il ne voyait pas l'intérêt d'entrer dans cette enquête. Bon, les policiers donnent pas d'informations, c'est comme ça. Et puis Anémone trouve ça étrange. Parce qu'Anémone est une amie personnelle de Claude François, une grande amie. Et là, c'est un de ses amis qui meurt, elle veut savoir quand même.
Elle est la femme du président de la République. Pourquoi la femme du président de la République, on refuse catégoriquement de lui donner la moindre information? Et elle trouve ça étrange que dans la mort de Claude François, on lui cache quelque chose, elle qui est la première dame de France. Valéry Giscard d'Estaing se laisse évidemment convaincre par sa femme et va entièrement prendre l'enquête. Déjà, ce qu'il va faire, ce qui n'a pas été dit, c'est délocaliser la police qui était à l'intérieur de l'immeuble et expliquer que la police présidentielle prend le relais. Ainsi, il vire toutes les personnes qui ont résisté à sa femme Anémone, il vire tout le monde de l'enquête, expliquant que c'est une décision présidentielle, tout le monde sort de l'immeuble, on les remplace par des nouveaux policiers, les policiers du président de la République. Ainsi, en effet, on voit apparaître au tout début Michel Pleiber, qui est donc un enquêteur pour les affaires Mesrine et les crimes et les gangs, notamment la banlieue du Sud, puisque c'est les Raton, on va parler d'eux. Michel Pleiber explique qu'il est entré dans cette salle de bain, pourtant il y a une anomalie dans son témoignage. Il ne peut pas être entré dans cette salle de bain, c'est impossible. Eh bien, dans cette salle de bain, il y a une pharmacie avec 1 millier de boîtes de médicaments. Et donc, je m'étonne que le quai des Orfèvres n'ait pas signalé. On a vu une grande pharmacie, il y avait des médicaments partout, on était effrayés. Des boîtes, en plus, pas des boîtes anodines, des boîtes dangereuses. Il y avait de tout. Notamment des produits de stupéfiants. Claude avait de tout. Des produits dangereux et forts. Donc on est étonné que le quai des Orfèvres ait jamais signalé la présence de tous ces médicaments, soit 3000 boîtes quand même dans son appartement. C'est là où on voit que police, comme pompiers et tous les autres, ont caché quelque chose sur la mort de Claude. On est étonné que le pompier nous parle d'une électrocution au milieu de 3000 boîtes de médicaments. Étonné de la version officielle, même du pompier ou même de Michel Pleiber qui explique oui c'était une électrocution, il n'y a aucun doute dans son esprit, mais moi je dis si j'étais Michel Pleiber et que je voyais un homme mort à côté d'1 millier de boîtes de médicaments, je ne parlerais pas d'électrocution à votre place. Quand Anémone explique au président qu'elle ne pense pas que Claude François s'est électrocuté, elle demande à Valéry Giscard d'Estaing, son mari, s'il peut éventuellement pratiquer une autopsie sur Claude François, parce que pour elle, Claude François n'est pas mort électrocuté. C'est bidon. Et elle le dit à Valéry, c'est bidon. Il est mort d'autre chose. Demande l'autopsie. Valéry va alors demander l'autopsie auprès de sa nouvelle police qui s'était déplacée à l'intérieur de l'appartement de Claude François. Mais il explique, parce qu'il était très respectueux de la famille François, il explique que si on demande une autopsie, on doit le demander auprès de la famille de Claude et que s'il refuse, il va se plier à leur volonté. Mais d'ailleurs, il précisera que si l'autopsie est refusée, il laisse tomber l'enquête. C'est-à-dire qu'il se décharge de l'enquête. Au départ, il avait pris l'enquête, essayé d'obtenir des témoignages, etc. On sait que Kathleen n'arrivait pas à témoigner et que c'est Marie-Thérèse qui a fait l'intégralité du témoignage de la mort de Claude puisqu'elle comprenait un anglais que ne comprenait pas la police. On verra que c'est pas si vrai que la police a jamais compris son anglais puisqu'on va parler du gang de la banlieue sud, les Ratom. On a fait donc un petit tour des prochaines émissions. Ne ratez pas la prochaine émission, les 3000 boîtes de médicaments dans l'appartement de Claude François. Ne ratez surtout pas ça sur Véritable Information de Lafon. Donc, c'est pas rien comme information. Un livre relié, couleur, très très rare en édition limitée. Il nous explique que dans son appartement du 46 boulevard Exelmans, il y avait dans sa salle de bain, il part d'une salle de bain et pas de la chambre, une pharmacie contenant 3000 boîtes de médicaments, tout entassés l'un sur l'autre. Alors on est étonné que quand la police arrive, on dit, nous on était certains que c'était une électrocution. Imaginez un cadavre au milieu de 3000 boîtes de médicaments et eux nous disent on était sûr que c'était une électrocution. Pas convaincant la version du quai des Orfèvres, vraiment pas convaincant. Et je crois que beaucoup de gens vont être choqués de la suite de ces émissions où je fais rappel quand même à un gros témoin quand même de la mort de Claude François, M. Lafon. On n'est pas convaincu de la version de police. Pour moi, on ne peut pas déclarer qu'un homme au milieu de 3000 boîtes de médicaments serait mort électrocuté dans une salle de bain sans faire une prise de sang. Parce que c'est ce qui va se passer. Refus de prise de sang, refus d'autopsie de sa famille.
Non, non, la sœur de Claude-François ne veut pas d'autopsie. Avec tous ces médicaments autour, heureusement qu'il n'y a jamais eu d'autopsie. Parce qu'on aurait découvert sa vraie mort, surtout. Rien à voir avec une électrocution, ni avec une applique qui bouge 1000 fois toute seule, ni avec des doigts carbonisés en 5 secondes. 1, 2, 3, et 4 et 5. Boum. Plus de Claude-François mort carbonisé. Un mec comme ça, qui avait un cœur d'éléphant, qui faisait des grands écarts sur scène, qui courait 40 km, on s'étonne qu'en 5 secondes il serait mort, avec un système cardiaque aussi puissant. Un marathonien, champion d'Égypte. Non, tout ce qu'on nous raconte, et sur la mort de Claude-François n'a jamais existé. On voit que les policiers sont même malhonnêtes sur sa mort. Mais on parlera alors de ces boîtes de médicaments, de ces Vimathurin, et on verra en effet si quand les policiers sont arrivés, ces médicaments étaient réellement tous dans l'appartement de Claude. Ça, on en parlera, ratez pas les prochaines émissions, et commençons maintenant de parler de l'erratum. Dans l'erratum, on va voir tout d'abord un témoignage important, le témoignage de Kathleen, quand la police se rend le 25 juin 1977 recueillir le témoignage de Claude-François sur un gang qui l'a braqué, qui lui a tiré dessus pour être plus précis. Le gang, le voici. Gang de la banlieue du Sud, Pierre Dieudonné, Émile Dieudonné, Michel Lapage. Oui, Michel ne reconnaîtra pas, bien sûr, avoir agressé Claude, et d'ailleurs, Claude ne reconnaîtra pas, de son côté, avoir vu Michel lui tirer dessus. Non, il explique que la personne qui a tiré sur lui est monsieur Pierre, donc à l'époque appelé Pierrot Dieudonné. Pour lui, c'est Pierre qui tenait l'arme et personne d'autre. Ce qui me semble un peu logique, puisque Michel Lapage a expliqué dans des interviews que lui, il faisait des braquages, des cambriolages, mais qu'il n'a jamais tué des gens. Donc on doit quand même croire qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, sinon on ne va pas s'en sortir. À cette époque-là, quand le policier se présente le 25 juin dans le moulin de Claude-François, c'est-à-dire à l'intérieur de cet immense parc qui contenait des salles de jeu, qui contenait un terrain de tennis magnifique, où Pierre Perret a joué avec lui, qui contenait des bassins d'eau, qui contenait une piscine en forme de cœur, qui contenait des belles pelouses bien taillées, des magnolias on dira, puisque Claude aimait ça, bien qu'il en a vraiment mis que quelques jours avant sa mort. Quand la police arrive, ils vont donc parler à Claude-François. Alors, donc ils vont lui poser des questions. Donc le policier était là, voilà, et posait des questions à Claude. Et puis Claude se confie, explique ce qui est arrivé, il donne toute sa version. Et à un moment donné, dans sa version, il va dire quelque chose qui va intéresser le policier. Et tout ça ne vous a jamais été dit, alors profitez-en. Claude raconte une version, mais à un moment donné, quand il parle de sa version, il va sortir le nom d'une personne qui était dans sa voiture. Il sort le nom de Kathleen. Kathleen est témoin oculaire que effectivement un gang a poursuivi Claude-François et qu'ils lui ont tiré dessus, et qu'elle a failli être elle-même tuée et blessée. Ce nom de Kathleen, elle était avec moi, etc., va intéresser la police. Et alors que Claude avait terminé son témoignage, le policier lui dit « Merci de votre témoignage, on va enquêter, on voudrait entendre Kathleen, votre compagne ou votre amie, puisque c'était pas bien défini. » Non, c'était pas bien défini, contrairement à ce que vous pensez, il l'a pas présenté comme une petite amie, non. Il a présenté Kathleen comme un membre qui était dans une voiture comme tous les autres, une personne qui l'accompagnait, et pas comme une femme ou une fiancée. Et le policier lui dit « Vous avez cité le nom de Kathleen, elle était avec vous dans la voiture, on aimerait pouvoir l'entendre. » À ce moment-là, Kathleen va donner sa version à la police, et ça, vous ne l'avez jamais su. Et je vous donne toutes les explications de cette version, et d'ailleurs, la plus grande partie est contenue dans ce livre de Isabelle Berjac. Eh oui, Isabelle Berjac, je vous montre même en haut, regardez, 1. Alors on voit sur une photo en haut Pierre Dieudonné, sur le côté on voit l'attentat de 1975 où Claude était avec Sophia, et puis on voit tout le témoignage de 1977 de Kathleen, qui est à peu près son témoignage de police, mais je vais vous en dire beaucoup plus. Quelqu'un
voulait sa peau. La police écoute Kathleen, et oui, elle était témoin oculaire d'une agression contre Claude François, donc on va poser ce livre ici. Remarquez, je vais le garder parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et ils lui disent, Monsieur François nous a donné donc sa déposition, il nous a expliqué exactement tout ce qui s'est passé, il a été poursuivi par un gang, on voudrait entendre votre version. Alors Kathleen, qui parle un anglais un peu mâchouillé, donc américain, mais j'aime beaucoup les États-Unis, et j'aime beaucoup Kathleen, rassurez-vous, je ne la salis pas. La très belle Kathleen explique son témoignage. Alors, que s'est-il passé selon la version de Kathleen, qui va se retrouver un peu différente de celle de Claude? Elle va commettre 2 erreurs. Dans sa version, elle commet 2 graves erreurs. La police, ont noté ces erreurs, mais n'ont pas cherché une confrontation entre Claude François et Kathleen pour tirer au clair cette affaire qui n'était pas très claire, même entre eux deux. Kathleen explique que Claude sortait, selon elle, d'un récital, donc il avait chanté quelque part. Il était dans sa voiture, il souriait, il riait, ils étaient détendus. Elle a posé sa tête sur son épaule, vous voyez tout ça, vous ne le saviez pas. C'est confirmé par Elisabeth Berjac. Confirmé, moi je vous donne la version de police plus complète. Et j'ai montré justement les documents, je les ai montrés quelques secondes, vous ferez une pause, vous pourrez les lire. Et Kathleen, donc on répète son témoignage, était dans la voiture, la Mercedes avec Claude François. Elle était donc à l'avant de la voiture, côté passager. C'est important de le dire parce que ça n'a jamais été dit. Elle avait posé sa tête sur son épaule. C'est Claude qui conduisait. Elle précisait qu'il avait à un moment dû conduire d'une seule main. Il a conduit d'une seule main à un moment donné. Un long moment sur plusieurs kilomètres. Écoutez bien son témoignage, il est très intéressant, mais il est comblé de 2 erreurs assez grosses que la police a notées. Donc, elle s'explique. J'étais à bord de la voiture de la Mercedes de Claude. Claude était sorti d'un récital un peu fatigué, mais bien, il était bien, il souriait, il rigolait. Elle était un peu fatiguée, un peu épuisée, elle commençait à s'endormir et elle a dû s'assoupir un moment en posant sa tête sur l'épaule de Claude François qui conduisait sa Mercedes. Elle commençait à s'endormir. C'était des longues soirées et pour elle, il faisait nuit pour que les gens comprennent. Elle explique elle explique à la police l'heure qu'il était. Il était 1h du matin, explique-t-elle, quand elle a commencé à s'endormir sur l'épaule de Claude François dans sa voiture, sa Mercedes. À 1h du matin, ses yeux commençaient à tomber, donc elle commençait un peu à tituber, et tout d'un coup, sa tête s'est penchée sur l'épaule de Claude François. C'est son témoignage de police. Puis elle explique qu'elle avait vu, et Claude aussi, qu'une voiture les filait, c'est-à-dire les suivait depuis de nombreux kilomètres. On parle de 15-20 kilomètres, peut-être plus, parce que Claude n'habite pas à côté de Paris. Et il y a un long trajet la nuit entre Paris et Danemois pour retourner chez lui. C'est très 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 long. Claude habite à une 50aine de kilomètres de Paris, je ne sais pas si vous imaginez, et la nuit, comme ça, en pleine nuit, il conduisait prudemment parce qu'il conduisait doucement. Et elle explique qu'il n'a pas provoqué ces hommes. Elle est témoin. Non, Claude n'a rien fait. C'est-à-dire que dans une version, il a expliqué qu'il s'était énervé, que les hommes s'étaient énervés, et qu'il y avait eu des queues de poisson, tout ça. C'est pas ce que nous raconte Kathleen dans son témoignage de police. Elle ne parle pas que Claude était énervé, ni ses hommes. Non, elle s'était assoupie. Claude conduisait sa voiture au départ avec ses 2 mains. Lui allait bien, il ne s'endormait pas, il avait l'habitude de conduire même la nuit, sur des longues distances. C'est vrai que Claude avait fait toute la France, il conduisait beaucoup, des longues heures. Ça ne le gênait pas de conduire à 1h du matin, même jusqu'à 4h. Mais il ne conduisait pas vite. Il avait décidé de rentrer prudemment vers 1h du matin et de ne pas foncer non plus. Claude, vous savez, était de multiples fois condamné par divers procès depuis sa jeunesse, et puis son permis était un petit peu limite. Il n'y avait pas les permis à points, mais c'était plus grave à l'époque, on vous retirait direct le permis.
Bon, il avait toujours su négocier pour que ça n'arrive pas. Et, et oui, il était sage au volant, ce qui est rare, c'est un petit peu le contraire du cloco qu'on connaît, et sage au volant, il conduisait prudemment et pas très vite. Mais Kathleen explique aux policiers qu'elle avait noté, avant de s'endormir, qu'une voiture les filait, les suivait. Et d'ailleurs, Claude aussi avait repéré que quelque chose n'allait pas. Il voyait dans son rétroviseur cette voiture qui n'arrêtait pas de les suivre. Elle explique alors à la police qu'ils n'ont pas trop, au départ, été étonnés parce que ce sont des routes à grande agglomération où il y a beaucoup de monde. Mais on trouvait quand même étrange, explique-t-elle, que cette voiture nous suive, et j'ai commencé à m'assoupir, sans trop m'inquiéter, en fait, pensant que les personnes allaient peut-être nous doubler ou partir ailleurs. J'avais dit à Claude, explique-t-elle dans son témoignage de police, qu'une voiture nous suivait. Et je lui avais signalé qu'elle trouvait ça un peu bizarre. Claude d'ailleurs avait répondu qu'il avait remarqué cette voiture qui les suivait, parce qu'il regardait souvent dans ce rétroviseur, il était très prudent. Claude surveillait que personne ne le suive pour entrer dans son moulin, il ne voulait pas, il était un homme, c'est vrai, très prudent, je transpire souvent. Donc elle commence à s'assoupir, elle donne des détails à la police, quand tout d'un coup cette voiture se rapproche, les phares deviennent un peu plus lumineux et ça va réveiller Kathleen. Kathleen ouvre les yeux parce que les phares se sont rapprochés à l'arrière de la voiture de Claude et ces hommes vont, avec leur voiture, taper la voiture de Claude à l'arrière. En effet, il a été noté par la police qu'un choc avait été donné sur l'arrière. Donc le témoignage peut être que vrai. À ce moment-là, quand le choc a été donné à l'arrière de la voiture par ces hommes, qui l'ont donc poussé, comme poussé, là, Kathleen, ça l'a complètement réveillée, complètement. Elle qui voulait dormir s'est retrouvée vraiment réveillée et même choquée. Impossible ensuite pour elle de redormir. Impossible du moins pendant tout ce qui va se passer. Elle continue son témoignage auprès de la police, expliquant encore plus de détails. Ces hommes, à un moment donné, après avoir tapé à l'arrière de la voiture, Claude, évidemment, était très en colère, ça l'a énervé. Donc maintenant, on comprend pourquoi il était énervé, qu'on tape dans sa voiture, et a senti une agression d'un gang. Il l'a senti, mais il n'en était pas sûr. Il pouvait y avoir en effet un accident, qu'une personne ne l'ait pas vu. Mais enfin, quand même, pas voir une Mercedes, avec les phares, tout fonctionnait très bien, y compris les phares arrière, tout ça. Enfin, les clignotants de signalisation et tout était nickel chez Claude, sa voiture était nickel. La voiture se rapproche, une fenêtre s'ouvre, côté passager, un homme sort une arme à feu, donc Kathleen est très précise, elle a vu une arme à feu, et Claude François aurait vu, selon le témoignage de Kathleen, 2-3 jets de lumière sortant de l'arme. Vous savez, comme des flashs de lumière. Il a donc interprété ça comme des coups de feu. Mais avec le bruit de la voiture, elle explique Kathleen à la police qu'il n'avait pas vraiment entendu les coups de feu. Et ce qui a fait peur à Claude François, quand il regardait dans le rétroviseur, ce sont les jets de lumière qui sortaient de l'arme à feu. Ainsi, Claude François va attraper la tête de Kathleen, et ça vous a été caché, placer sa tête sous ses jambes, à un endroit où elle ne le gêne pas pour pouvoir accélérer. Donc il la place, quand je dis qu'il la place sous ses jambes, c'est-à-dire du côté passager, et lui demande de glisser sa tête et de s'accroupir donc à l'avant du véhicule. Elle va donc glisser sa tête, complètement s'accroupir, et lui dit de ne pas bouger, de rester accroupi. À ce moment-là, Claude, elle explique aux policiers, elle donne un témoignage très précis et très détaillé. Vous voyez c'est loin d'être fini ce témoignage. Non, il n'est pas fini ce témoignage. Écoutez bien, c'est très détaillé. Elle est donc complètement recroquevillée sur elle-même, complètement sur le fauteuil passager en dessous, comme ça, blottie, accroupie. Elle cache sa tête, elle glisse sa tête sous la boîte à gants, donne des détails vraiment parfait à la police. Elle place sa tête sous la boîte à gants et Claude lui dit surtout de ne pas bouger, de rester là parce qu'il va accélérer, de ne pas s'inquiéter. Alors c'est à ce moment-là qu'il accélère. Le gang le poursuit et continue de tirer dessus. À un moment donné, Claude François a eu peur d'être tué. À ce moment-là, il a freiné violemment avec son véhicule, explique-t-elle, pour arrêter sa voiture complètement.
Voyez, détail important. Elle explique que Claude est sorti et à cette attaque donc d'arme à feu a riposté. Je répète, Claude est sorti de sa voiture, donc il a marché à côté de sa voiture seul et il a riposté à l'attaque. Ça, c'est son témoignage. Le policier semble un petit peu heurté par ce témoignage parce qu'elle dit il a riposté à l'attaque. Donc, incluant qu'il avait donc une arme à feu en main. Donc je répète, il roulait, puis il a freiné sa voiture, puis il est sorti en colère et il a riposté à l'attaque au pistolet qui était contre lui. À l'arme à feu, voilà la vraie version de Kathleen auprès de la police française, qui a d'ailleurs été pratiquement entièrement notée dans cette version aussi. Puis, soudain, le policier note qu'il a riposté. Donc note qu'il avait sans doute une arme à feu en main, Claude François, pour riposter. Et c'est là que Kathleen, dans son témoignage auprès de la police, soudain se reprend et réalise que peut-être elle a dit une bêtise. Puis elle se reprend dans son témoignage et explique à la police que Claude avait mis donc sa main comme un pistolet pour leur faire peur, mais qu'en réalité il n'avait pas d'arme. C'était juste un geste pour faire peur, pour dire j'ai une arme, pour qu'il le croie. Et s'en aille, croyant qu'il avait une arme. Elle explique que Claude n'était pas armé, qu'il a juste fait le geste pour leur faire peur. Il a fait comme si qu'il avait une arme en main. Alors là, c'est possible, bien sûr, mais ça paraît un peu bizarre qu'il ait fait tout ça. Mais en tous les cas, c'est son témoignage. Mais le gang lui a tiré dessus alors qu'il était donc à l'arrêt complet et en dehors de sa voiture. Il marchait autour de sa voiture, ils lui ont tiré dessus, donc il n'avait pas d'arme en main, elle explique Kathleen. Il n'avait pas, elle se reprend, il n'avait pas d'arme en main parce que le policier va tiquer. Parce qu'au départ, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il est sorti de sa voiture et qu'il a riposté sur eux. Et tout d'un coup, elle réalise qu'elle dit quelque chose qui ne va pas dans le scénario, et donc elle change sa version par le fait qu'il a simplement fait un geste et qu'il a réalisé lui-même qu'il n'avait pas d'arme. Ça a été le premier problème dans son témoignage, c'est que le problème qu'il y a eu, le tout premier, c'est le fait qu'il a arrêté sa voiture, qu'il est sorti et qu'il a riposté. Et son témoignage va poser problème encore par la suite. Parce que la suite de son témoignage, elle va décrire un homme qui n'a qu'une seule main sur le volant. Elle explique, Claude avait sa main sur le volant, il conduisait avec sa main droite, et il n'avait qu'une seule main pour conduire son volant. Il conduisait très très vite, explique-t-elle, et je l'ai vu conduire avec une main. Elle donne des détails précis. Mais alors elle ne nous explique pas pourquoi il a une main sur le volant et où est la deuxième main. Ce qui laisse penser que la deuxième main continuait de tirer et qu'il avait lui-même une arme à feu. Pendant qu'il conduisait avec une main, en réalité, il avait une arme et il tirait sur eux. Et c'est ça le fait qu'ils se sont énervés l'un et l'autre, c'est qu'ils se sont tirés dessus. Très loin d'une queue de poisson. Mais cette arme, on ne peut pas être sûr qu'elle existait dans sa main. Il aurait pu conduire sa voiture très vite avec une seule main et garder l'autre pour régler son rétroviseur, et oui, on utilise souvent une deuxième main pour faire des ajustements. Ainsi, on n'a pas de certitude qu'il avait une arme à feu. Puis Kathleen raconte une deuxième anomalie dans son témoignage que la police a notée. Elle explique qu'à un moment donné, les poursuivants ont arrêté de suivre la voiture, sans doute parce qu'ils étaient à court de munitions. Elle explique qu'ils ont tiré beaucoup de coups de feu, et il y a beaucoup de coups de feu qui n'ont pas touché la voiture, et qui sont passés, elle explique avoir vu, entendu aussi, des tirs passer, frôler la voiture, mais ne pas toucher la voiture. Elle explique qu'il y avait beaucoup de coups de feu, elle l'explique, et beaucoup n'ont pas touché la voiture. C'est important de le dire. Donc on sait que sur la voiture a été identifiée, regardez bien, je vais vous montrer, 16 impacts de balles, mais sur le côté de l'arrière, le côté droite, on voit qu'il n'y a pas un impact sur le coffre de la voiture, mais plutôt 3. Et sur la première photo, nous voyons aussi que du côté gauche, nous voyons à un moment donné sur le deuxième cercle du côté gauche qu'il y a au moins 2 ou 3 impacts aussi. Donc on a dit 16, mais ça pourrait être quand même un peu plus.
Kathleen explique qu'après tous ces coups de feu, Claude conduisait très vite et lui demandait de rester, de ne pas bouger et de ne pas s'inquiéter. Il conduisait avec une main, explique-t-elle. Elle l'a vu conduire avec une main. À un moment donné, les agresseurs sont partis en effet dans une autre direction. C'est tout à fait conforme à la version de Pierre Dieudonné qui expliquera qu'il était parti dans une autre direction. Mais voilà, il y a quand même un petit problème dans sa version. Elle explique que le gang avait plus de munitions, c'est ce qu'elle pense, et donc ils sont partis dans une autre direction puisqu'ils avaient plus d'armes pour tirer, ou plus de munitions. Donc elle pense cela. Mais nous savons qu'il y a anomalie dans le témoignage. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand la police arrive sur place, le policier va découvrir sur le portail de Côte-François un portail criblé de balles. Je vais vous montrer ce portail. Voici le portail. Voilà ce qu'il y avait sur le portail de Côte-François. Donc, nous savons grâce à cela qu'il a été poursuivi. Le lourd portail en acier a très bien résisté à ces impacts, dont les munitions n'ont pas pu entrer à l'intérieur de ce portail très costaud, et finalement ont été pratiquement toutes stoppées. Vous voyez la puissance du portail. La peinture a été à peine éraflée. Oui, la police, quand ils arrivent, ils voient quand même le portail criblé de balles. Et la version de Kathleen qu'il serait parti, ça passe pas. Ça passe pas parce que la police a vu autre chose. Et donc forcément, le gang de la banlieue du Sud les ont suivis jusque devant le moulin. Et c'est confirmé par une autre version de Claude, qui va à un moment donné faire une version publique. Il va dire lui-même qu'ils avaient tiré sur son habitation. Et là, vous voyez, les deux témoignages entre Claude et Kathleen ne se regroupent pas. Et ça va être un problème. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, dans la mort de Claude François, le 11 mars 1978, on voit que Kathleen a été retirée du témoignage de sa mort. Parce qu'en réalité, je n'ai pas tout dit sur la mort de Claude François. En réalité, quand je dis que les policiers n'ont pas compris son anglais, c'est pas tout à fait vrai. En vérité, ils ont à peu près compris ce qu'elle a dit, mais ont préféré la version de Marie-Thérèse, qui a fait les deux témoignages. L'attaché de presse a traduit le témoignage et a fait les deux témoignages. Mais les policiers avaient parfaitement compris ce qu'elle avait dit. Et un des policiers dira à l'autre, vu ce qu'elle a dit, on peut pas mettre sa version, c'est impossible. En effet, la version qu'elle disait avait des tas de problèmes, des tas d'erreurs partout. Ils ont pensé alors que toutes ces erreurs, qui étaient un peu partout, étaient peut-être le choc émotionnel, et ont préféré prendre le témoignage de Marie-Thérèse, qui a effectué les deux témoignages de la mort de Claude François. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée témoin unique de sa mort. Parce que Kathleen a donné une version, mais la police, en réalité, n'en a pas voulu. Version grotesque, version impossible, version, on ne peut même pas publier ça, ni dans la presse, ni à la télévision, on ne peut pas publier une telle version. Donc la police va expliquer à Marie-Thérèse de faire le témoignage, voilà, qu'ils n'ont peut-être pas bien compris, laissant à Kathleen une seconde chance. Cette seconde chance va être bien interprétée et bien comprise par Marie-Thérèse, qui alors donne une version à peu près cohérente de l'histoire. Mais nous savons qu'au fur et à mesure que Kathleen a donné sa version dans le film de Samy Pavel, un film documentaire, et toutes les versions qu'elle a données en 35 ans, et toutes les versions de Marie-Thérèse, tout se contredit, et tout le temps. Mais que dire alors de Michel Pleiber, qui lui nous explique qu'il est entré dans une salle de bain, que la mort de Claude François est une électrocution, il le confirme, mais dans cette salle de bain, on doit trouver une pharmacie et un millier de boîtes de médicaments minimum. On parle dans ce livre d'une salle de bain de Claude François avec 3000 boîtes de médicaments. On est étonné, alors que la police nous présente une électrocution. Un homme qui a quand même une salle de bain remplie de médicaments, on nous dit, bah voilà, ça c'est un accident. Voilà, il s'est électrocuté. Imaginez une pharmacie avec 3000 boîtes de médicaments, on vous dit c'est un accident. Et puis la famille François refuse une autopsie et une prise de sang, qui aurait pu inclure un niveau toxicologique dans le sang. De toute façon, ils l'ont refusé parce que Claude était accro de médicaments, et de toute façon, il y aurait eu dans les relevés de prise de sang forcément des médicaments, mais peut-être de la veille ou autre. Mais il aurait été important de savoir tout ce qu'il avait pris quand même, pour savoir ce qu'il en était, parce que quand le pompier arrive, il explique un pouls
très faible, qui n'est pas conforme à une électrocution. Une électrocution, le cœur part à 220, 230 pendant des heures. Un cœur faible, c'est une absorption de médicaments ou de drogue. Et le pompier, s'il n'injecte pas dans le cœur une seringue, pour stopper les effets de la drogue médicamenteuse, il ne peut pas sauver Claude François. Le cœur va repartir 1 minute 30 et va s'arrêter. C'est comme ça pour tous les overdoses de drogue ou de drogue médicamenteuse. Pour arrêter les overdoses de drogue, on doit injecter dans le cœur un produit qui neutralise. Mais pas sûr que le pompier, à son âge, avait tout ça dans sa trousse médicale. Le pompier fera un certificat de décès sans médecin légiste, mais Michel Pleiber confirmera qu'après, on dit bien après, il y a eu un médecin légiste qui l'a déclaré mort. Mais on parle d'après. Et au moment où l'acte a été fait, il n'est pas valide au regard de la loi, puisque le pompier ne pouvait pas faire un certificat de décès sans médecin légiste. Ça, je voulais éclaircir cette zone d'ombre. Il expliquera qu'il a fait lui-même le certificat de décès, il ne peut pas. Il a arrêté un massage cardiaque à 20 minutes, il ne peut pas, la loi c'est 30 minutes. On se croirait dans une parodie de la mort de Claude François. On a des policiers qui nous expliquent qu'un homme est mort électrocuté sur une applique qui bouge toute seule, des doigts carbonisés en 5 secondes, et il y a à côté, juste à côté de lui, en face, une pharmacie avec 3000 boîtes de médicaments qui part du bas jusqu'au plafond, et qui est assez large, et on ne parle pas de cette pharmacie. Il y a 3000 boîtes de médicaments, des produits stupéfiants, de tout, on n'en parle pas. On nous dit c'est un accident. Ça doit être ça. Vous voyez quand même le problème de la mort de Claude, qui n'est pas clair. Et c'était très important d'éclaircir ça. Et puis maintenant, on va parler un peu de... On va à la conclusion de cette émission. On va parler un petit peu de... Je pose mon micro, je cherche une page. Une petite photo sur France Gall que je vous montre. Voilà. Je vous demande un peu de patience, je cherche une page précise. Voilà, je voulais vous montrer quelques photos. Et maintenant, je vous demande de rester encore quelques minutes pour la fin de cette émission. Tout d'abord, dans la mort de Claude François, on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser,
c'est ce que Elisabeth Barjac nous dit sur Kathleen. Et écoutez bien, c'est intéressant. Il n'est pas toujours aussi facile de savoir comment était Claude François, ce qu'il pensait réellement, ou le bluff, ou la publicité, ou la vérité. Même dans son journal, Podium, qui se veut l'écho de ses convictions intimes, et aussi le petit courrier de son cœur, on ne peut que très difficilement faire la part du vrai et du faux. À une petite lectrice de 16 ans, toute naïve, toute mignonne et qui écrit à Podium pour demander si c'est vrai que Claude François a l'intention d'épouser Kathleen, la rédaction de Podium répond. Qu'ils ne savent pas, qu'ils ne peuvent pas présumer des intentions de Claude François. Cependant, le rédacteur ajoute aussitôt qu'à Podium, dans la rédaction, il ne croit pas que Claude François en arrivera là. C'est d'ailleurs Claude François qui, répondant lui-même à un questionnaire posé identiquement à plusieurs vedettes comme Johnny, Ringo, Sardou, il répond « Oui, j'avoue être dragueur et j'aime ça. » Mais le vrai Claude François, c'était qui? Celui qui disait être amoureux fou de Kathleen? Ou bien celui dont on raconte à longueur de page les exploits sentimentaux, dans sa revue dont on sait que forcément elle est une entière dévotion. Et si Podium dans l'esprit est une annexe de France Dimanche et d'ici Paris, pourquoi Claude François éprouverait-il ce besoin de faire autour de lui, de son personnage, cette publicité tapageuse, ces grands titres? Va-t-il tromper Kathleen? Ou encore l'amour d'été que Clo-Clo nous avait caché? Ou enfin, depuis Kathleen, pour la première fois, Claude surpris amoureusement avec Shane? Ridicule. Ou alors les petites fans, elles aiment ça. Ce serait incroyable que la lectrice de pareille ineptie plaise à des gosses de 12 ans et 18 ans. Et alors ce serait super bêtement drôle que Claude François ait passé son temps à faire des photos bidons. Je répète que Claude François ait passé son temps à faire des photos bidons. Presque un roman photo de faux amours, hein. Successivement, uniquement pour la galerie. Ou pour jouer au vieux et beau, garçon toujours jeune et irrésistible. Un jeu inouï, irrésistible, un jeu dans lequel il devait finir par croire en son personnage. On le présente, c'est important, comme un personnage. Du toc, et rien que du toc, nous explique Elisabeth Barjac. Un Claude François clinquant, ou alors Podium dit vrai. Dès cet instant, c'est peut-être encore plus grave, ou beaucoup plus drôle. 39 ans, certains diront 49, de jouer encore sincèrement le petit jeune homme assoiffé d'aventure sentimentale. Non, il y a, à ce niveau, quelque chose qui cloche, explique Elisabeth. D'un côté et de l'autre, une faille dans le personnage de Claude François, sans vouloir trancher s'il faut croire Podium, par ailleurs dans toutes ses rubriques, également stupides,
Pendant l'été 1977, Claude François aurait eu une aventure avec Christine Pavani, 18 ans. Dans le pire des cas, de 39 ans sa cadette. Dans le pire des cas, de 30 ans sa cadette. Non, 39 ans sa cadette. Là, elle exagère un peu. Parce que s'il avait 10 ans de plus, ça fait 49. Oui, de 30 ans. C'était à Nice, et Christine Pavani venait de remporter le titre ronflant de Miss Nice et Miss France. Où était donc la douce Kathleen, la tendre Kathleen? C'est vrai que dans Podium, Claude François explique avoir une aventure un peu partout. D'ailleurs, dans la presse, il était avec Miss France. Il expliquera partout dans la presse. Ça sera dit qu'ils étaient ensemble. Et je publierai d'ailleurs des photos privées que vous n'avez jamais vues. Je possède des photos privées jamais publiées. Oui, évidemment, Elisabeth Barjac se pose la question: comment on peut tromper publiquement une femme si on est amoureux d'elle et on va se marier avec elle? On peut comprendre le raisonnement d'Elisabeth. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Christine Pavani venait de remporter le titre ronflant de Miss Nice et Miss France. Où était donc la douce Kathleen, la tendre Kathleen, la future femme de Claude François? Et puis, elle parle le Superfave donc. Claude avait monté toute une organisation sur les faves. Ce sont des fans, si vous préférez. Cela signifie un langage fan, le super favori, celui qu'on préfère par-dessus tout, le dieu. Un langage simplifié pour gosses paumés à partir de 10 ans ou de 12 ans. Quand Podium parle de superfave, c'est bien sûr de Claude François qu'il s'agit. C'est ainsi que très récemment, on apprenait par le numéro de septembre 1977 de la revue Podium que le superfave Clo-Clo avait rencontré une jolie et très jeune Australienne. Et que celle-ci avait bien de la chance, parce que c'était la première fois que Claude François, depuis des mois, daignait tromper Kathleen. J'arrête là parce que effectivement ça continue. Elle nous cite un peu toutes ces filles qui sont apparues avec lui. Elle oublie Madeleine Kane. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans Claude François, on dirait, et elle a raison, un personnage. Comme un homme qui va se marier avec Kathleen, quelle est sa future femme, il la trompe avec plein de filles, et puis c'est écrit dans toutes les presses, et en plus sa presse personnelle. Et pour Elisabeth Barjac, Claude François joue un jeu, il joue un personnage, il n'existe pas. C'est pas un être réel. Un être réel pourrait pas tromper publiquement une femme soi-disant qu'il aime, et même se marier avec, ça n'a aucun sens. Et en effet, des choses ont été cachées. Par exemple, Kathleen, vous la connaissez, blonde. Hein, elle ne s'est pas toujours appelée Kathleen. Non, Claude François voulait lancer le personnage Kathleen dans sa presse, brune, avec un autre nom. C'est pas impossible, en effet, qu'une fille obtienne un nom d'artiste. Et oui, quelle est la fille qui n'a pas un nom d'artiste? Prisca a un nom d'artiste. Mais on est étonné, parce que quand il rencontre Kathleen n'est pas blonde. Kathleen est complètement brune. Et Elisabeth Barjac nous explique que quand il a rencontré Kathleen, elle était brune. Alors qu'à cette époque-là, il expliquait qu'il n'aimait que les blondes. Et pourtant, c'est Kathleen qu'il aurait préférée. Il avait d'ailleurs prévu qu'elle travaille avec lui et de changer son nom et de lui donner un autre nom. Et puis après, il n'a pas arrêté de s'afficher avec d'autres femmes et expliquant dans sa propre presse qu'il trompait avec joie Kathleen. Et oui, il y a un petit problème quand même. On est bien face quand même, elle a raison Elisabeth, à un personnage qu'il joue lui-même. Et il semble quand même que Claude était très différent dans la réalité de ce qu'il prétendait être. Il semble que quand même il y a vraiment quelque chose de façonné qui ne va pas. Mais peut-être qu'il avait compris que les stars américaines comme James Dean ou d'autres fonctionnent également comme ça. On montre certaines choses et puis 50 ans après leur mort, on explique tout à fait autre chose. C'était important de voir ensemble donc cette partie finale, je vais conclure. Je m'excuse d'avoir été long parce que je voulais lire calmement et ne pas me tromper. On va revoir le portail de Claude François. La version écrite sur le témoignage de Pierre Dieudonné et de Kathleen.
les policiers, Sylvie Mathurin, très jolie, sa pièce d'identité, Marie-Thérèse, oui, Marie-Thérèse, elle est très jolie, c'est une photo très rare, regardez, c'est très très rare. Le gang qui a posé tant de problèmes et les impacts dans sa voiture. On va terminer maintenant par la conclusion. Difficile de dire si un homme qui est allongé sur un lit, sur le ventre, selon le docteur Elbaz, mais sur le dos, selon Michel, donc Michel qui travaille au Quai des Orfèvres, Michel Pleiber. Les gens sont venus, ont vu Claude François, mais il y a une petite chose à dire qui est importante. La photo de mort que j'ai montrée de Claude François est la photo prise par un policier dans le domicile. Mais savez-vous que dans ce domicile, les trois photos officielles, on nous dit qu'il y aurait eu 3 photos officielles. Moi, on m'avait vendu une photo, mais il y en aurait 3 d'officielles. 3 de plus, si vous préférez, pour être plus clair. Parce que je n'ai pas été clair la dernière fois. J'ai parlé de 2 photos plus une. Dans les 3 photos officielles, à aucun moment, on voit le visage de Claude François. Et il n'était pas prévu qu'une photo, on puisse découvrir son visage. Ça, c'est un policier qui l'a prise complètement en dehors du groupe d'enquête. Mais dans le groupe d'enquête de Michel Pleiber, il y a 3 photos. Les 3 ont un point commun. Ça. Difficile de dire que l'homme qui était allongé sur son lit, dont les traits étaient quand même un petit peu dissimulés avec un mouchoir, difficile de nous dire que cet homme était Claude François, dont le mouchoir cachait sa bouche, son menton et son nez. Je veux dire qu'à Paris, on peut trouver une douzaine de Claude François qui lui ressemblent, si on leur met ça sur la bouche. On peut arriver à trouver une douzaine de personnes qui lui ressemblent rien que dans son quartier, pour vous faire rire, hein, en teignant un peu les cheveux. Donc on voit qu'en réalité, la photo de mort que eux voulaient proposer à toute la France, puisqu'au départ, ils avaient prévu un jour de sortir cette photo, voilà ce qu'ils voulaient vous proposer. J'explique à tous les fans de Claude François. Voilà ce que tout le monde aurait dû voir. Moi, je vous ai montré une photo hors série, c'est-à-dire une photo qui n'appartient pas au groupe d'enquête, une photo qui n'a rien à voir, qui a été prise par un policier hors du groupe d'enquête. Mais dans le groupe d'enquête, la photo de mort de Claude François, c'est pas celle que je vous ai montrée. Sa photo de mort, c'est ça. Et tout le monde aurait dû voir ça comme étant Claude François. Je ne suis pas convaincu. Je le dis au Quai des Orfèvres. Vos 3 photos avec un mouchoir sur la bouche, en nous expliquant que c'était Claude François, dont on ne peut pas voir vraiment son visage en entier, dont ça dissimule ses traits. Je dis au Quai des Orfèvres, vos 3 photos officielles, moi je ne suis pas convaincu que ça, c'était Claude François. Voilà, c'est quand même ça la photo de mort qu'ils voulaient vous présenter dans la presse. Ben moi je dis au Quai des Orfèvres, c'est tout ce que vous avez à présenter. Une photo de mort où il avait un gant ou un mouchoir sur le nez, un gant de toilette ou un mouchoir. C'est tout ce que vous aviez à proposer à la France, une photo de mort comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la mort de Claude François. Si un groupe d'enquête comme Michel Pleiber se déplace, personne ne prendrait 3 photos. Vous puissiez comprendre. 3 photos avec ça. Personne, parce qu'il s'agit de photos de mort, et on doit pouvoir identifier le visage de la personne. Ainsi, on est étonné que les photographes officiels qui appartenaient au Quai des Orfèvres aient pris 3 photos avec ça sur le visage. C'est étrange, parce que dans un groupe d'enquête professionnelle, jamais ça n'arriverait. Forcément, on aurait retiré le mouchoir de sa bouche pour l'identifier. Mais ce que eux voulaient vous proposer, pour que vous puissiez comprendre, c'est une photo où on ne peut pas identifier que c'est Claude François. On ne peut pas avoir de certitude que c'était lui. C'est bien ça, l'idée est de la police et du Quai des Orfèvres. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à l'identifier. Ainsi, c'était 3 photos qui étaient peu intéressantes à voir. Moi, je vous ai montré une photo prise par un policier hors du groupe d'enquête.
C'est ce qu'il m'avait dit. Parce que ça, la dernière fois, je ne l'ai pas expliqué. Parce que c'est un erratum, donc je donne plus de détails. Donc la photo de mort que j'ai publiée est une photo hors enquête, mais qui fait partie quand même de la police. Mais les 3 photos officielles de mort ont tous un problème. Et je le répète pour que vous puissiez comprendre, ce problème, c'est ce mouchoir. Le Quai des Orfèvres, comme l'Élysée, voulait vous publier ça. Dans la mort de Claude François, voilà ce que vous deviez voir sur sa photo de mort dans le journal. Voilà Claude François. Voilà Claude François. C'est pas convaincant, je le dis au Quai des Orfèvres. Votre histoire du mouchoir qui n'identifie pas le visage de Claude et qui dissimule ses traits, votre histoire, elle n'est pas convaincante, ça passe pas. Mais même dans un tribunal, je pourrais prouver devant des juges que la version du Quai d'Orsay, elle passe pas dans un tribunal. Ni même celle de Michel Plepper, qui en plus confirme dans Le Parisien qu'effectivement les seules photos qui ont été prises, selon lui, c'est des photos avec un mouchoir. Si moi je ne vous avais pas montré une photo sans le mouchoir, personne n'aurait jamais vu Claude François mort. Qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu ça. Et je dis au Quai des Orfèvres et à l'Élysée, vous m'avez pas convaincu dans la mort de Claude François que le bonhomme sur le lit c'était lui. Son visage était quand même bien dissimulé. Je veux dire par là que Claude aurait pu être massacré, coupé à la tronçonneuse, envoyé dans un colis postal, que les flics auraient dit on fait quoi? Il est coupé en morceaux, on fait quoi? Qu'est-ce qu'aurait dit le Quai des Orfèvres? Mettez un mec qui lui ressemble un petit peu, mettez-lui un mouchoir sur le nez, ça passera, on verra pas le nez, on verra pas la bouche, on verra pas le menton. Ça passera. C'est bien là l'idée, c'est que ça passe l'histoire. C'est pas clair votre truc. En tous les cas, dans des photos officielles de mort, jamais un homme serait photographié avec un mouchoir. Jamais. C'est pas une photo qui est officielle et qui est valable au regard des groupes d'enquête liés à la police de Paris, liés au Quai des Orfèvres. Votre histoire, c'est la seule photo de mort d'une personne en France qui serait entre les mains du Quai des Orfèvres. La seule photo, je dis bien la seule photo historique. On vous parle d'une photo historique, ça serait ça. Pour Claude François, ça serait ça. Alors que pour tous les autres, pour les millions d'enquêtes, si on voit une photo de mort, la personne n'a pas de mouchoir sur le visage.